Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'annonce pour Donjon Dragon 5e édition. C'est quoi la suite maintenant que les nouveaux livres D&D 2024 ont été édités? Eh bien, cette semaine, on a eu la réponse. Tout le futur de Donjon Dragon enfin révélé. C'est quoi les livres qu'on peut attendre pour cet été et cet automne? Je vais aussi vous parler des jeux de rôle que j'ai essayés au cours du mois. C'est comme mes découvertes rôlistes que vous pouvez peut-être essayer à votre tour. Et en fin de vidéo, je vais aussi faire les petites annonces ludiques des sociofinancements et des nouveaux jeux de rôle qui arrivent sur le marché qui peuvent peut-être vous intéresser. Et sans plus tarder, plongeons dans le jeu de rôle tous ensemble! On a été laissé un petit peu dans les limbes côté Wizard of the Coast. Niveau jeu de rôle, les livres, il y avait très peu d'informations. C'est maintenant chose faite, on a annoncé les futurs livres qui vont être lancés. Ce printemps donc, officiellement, ça va être Les Mystères de Ravenloft. C'est un nouveau livre qui se veut un supplément de règles. Alors ça va ressembler un petit peu au livre Heroes of Faerun, donc probablement un lot de nouvelles sous-classes avec des thématiques horrifiantes, parce que Ravenloft, c'est l'univers, le monde de Strahd von Zarovich et de d'autres grands seigneurs des ténèbres. J'ai été un petit peu déçu en voyant cette annonce officielle-là, parce que des suppléments d'horreur à la Ravenloft, on en a eu beaucoup au fil des dernières années. Il y a la malédiction de Strahd, paru en 2014, il y a eu la malédiction de Strahd revampée, et le guide de Von Richten sur Ravenloft. Est-ce qu'on va revenir dans plusieurs des informations du monde de Ravenloft? Je sais pas trop. On a quand même des indices sur le contenu qui va être tourné pour les joueurs, parce qu'il y a plusieurs sous-classes qui ont été utilisées, qui ont été playtestées récemment. Donc assurément, vous allez trouver du contenu pour faire par exemple un Artificer Reanimator, une espèce de docteur Frankenstein. Il y a le domaine de la tombe pour le cléric. Alors si on veut jouer une espèce de nécromancien, prêtre, cultiste, spécialiste de la mort et des morts vivants. Il y a le fameux Hexblade aussi pour le Warlock, qui était une des sous-classes préférées de beaucoup de joueurs, qui va avoir sa version 2024. Fait que oui, il y a quand même beaucoup de matériel pour les joueurs, probablement aussi des backgrounds, des nouveaux dons, des nouveaux sorts à saveur horrifique. Et dans certains matériels promotionnels, on a aussi vu des stat blocks d'adversaires. Je sais pas jusqu'à quel point on peut se fier à ça, mais on voit derrière certaines photos promo un stat block pour Cthulhu en personne. Oui, Cthulhu! Et pour cet été, par la suite, on a la saison de la magie. Alors, on va avoir droit à 2 volumes de ce qu'on peut en voir. Un supplément de règles qui va s'appeler Magic Unleash, la magie débridée, si vous me permettez la traduction. Et un supplément qui va s'appeler Deadfall, qui est un supplément d'aventure. Alors, possiblement une campagne ou une espèce de compendium de petites aventures qui vont avoir des thématiques magiques. Deadfall, on pense au royaume de Thé, on a un magicien rouge mort-vivant, peut-être Sastam sur la couverture. Très peu d'informations pour le moment, mais assurément des suppléments magiques, nouveaux objets magiques, nouveaux sorts et des sous-classes qui ont été playtestées. Alors on peut s'assurer d'avoir au moins ces nouvelles sous-classes qui vont paraître et que vous pourrez jouer avec les règles de 2024. Donc oui, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ces sorties-là. Je trouve les couvertures très belles, très engageantes. Je trouve ça le fun qu'on ait un espèce de livre Magic Unleashed qui va ressembler peut-être, à mon avis, à un genre de Xanatar. Mais il n'y a rien de très high concept, pas une espèce d'aventure avec une saveur particulière. J'étais quand même un peu attaché, moi, à ces sorties-là de Rime of the Frost Maiden, Waterdeep Dragon Ice, Tomb of Annihilation. Ici, on va être dans quelque chose d'un petit peu plus passe-partout, j'ai l'impression. Fait que voilà, c'est les annonces de Wizard of the Coast concernant Donjon Dragon 5e édition. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous intéresse? Moi, je suis curieux parce qu'il y a aussi beaucoup de tiers parties qui vont publier du matériel. Puis, des fois, j'ai l'impression que ça m'excite davantage que les sorties de Wizard of the Coast. Fait que, n'hésitez pas à me dire
c'est quoi le matériel pour D&D qui vous excite le plus, j'essaierai de le couvrir. À quoi j'ai joué récemment? Eh bien, je suis rendu à presque une quinzaine de parties de Dolmenwood, qui est un nouveau jeu de rôle d'inspiration vieille école. Donc, Dolmenwood base ses règles beaucoup sur la version basic de D&D. Ça va nous faire penser un petit peu à OSE, Old School Essentials. Donc, on retrouve la plupart des classes classiques de Donjon Dragon, le guerrier, le magicien, le voleur, mais on intègre toute une saveur d'un monde féerique. Donc on a des espèces qui sont des grimalkins, des hommes-chats, les bregueuls, les hommes-chèvres. Les elfes aussi sont des créatures qui viennent d'un autre monde, d'une autre dimension, le monde de la féerie. Fait que c'est un univers qui est à la fois creepy, drôle, sympathique, qui est très 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 versatile. Je sais que les livres présentement ne sont pas disponibles en français. Certains m'ont dit que c'était très difficile de mettre la main sur le livre de campagne, qui est un gros tome rempli d'aventures, un immense hex-crawl avec des centaines de hex à explorer, plein de secrets à découvrir. Il y a les PDF qui sont disponibles en ligne, moi je travaille beaucoup avec ça, je les aime beaucoup aussi pour mes tables virtuelles, mais il y a quelques boutiques au Canada, en Ontario, qui tiennent en inventaire les livres de Dolmenwood. Fait que si ça vous intéresse vraiment, vous êtes en Amérique, au Canada, vous voulez mettre la main dessus, écrivez-moi dans les commentaires, je pourrais vous donner quelques petites références. J'ai commencé une campagne avec mon groupe maison, qui vient de sortir de D&D 2024, puis le premier contact a été un peu difficile. C'est-à-dire que c'est un X-Crawl, tout est possible. Il y a une grande carte où vous pouvez explorer dans toutes les directions. Et ce qui est difficile, je pense, pour mon groupe, c'est que chaque X est comme une nouvelle proposition. J'ai l'impression que pour des joueurs qui sont qui ont un petit trouble d'attention, par exemple, ils vont trouver ça dur parce que t'as toujours une nouvelle aventure. C'est facile de se sentir distrait et de pas avoir de direction, de sentir que, mais où la quête principale? Il y en a pas. Tout est possible. C'est toi qui forges, qui tisse ton histoire. Puis je sais qu'il y a certains groupes de joueurs pour qui c'est vraiment facile d'accrocher à une quête puis de faire « Hey, c'est ça qu'on est maintenant. On va aider cet archifé à revenir dans le monde matériel. C'est ça notre aventure, let's go, on vient créer notre histoire. » Mais il y a des joueurs qui sont un peu plus tête en l'air, qui ont besoin d'être un petit peu plus dirigés. Puis à ce moment-là, de se faire proposer une nouvelle quête, une nouvelle rencontre sur chaque ex, ça peut être un peu déstabilisant. Je vous dirais que c'est là, moi, où je travaille fort ces temps-ci, à essayer de les enligner quelque part et de leur donner le sentiment qu'ils sont sur la bonne voie, qu'ils sont sur une voie, qu'ils tiennent quelque chose, qu'ils font pas juste errer. C'est un défi, je pense, de synthétiser les idées de Dolmenwood pour pas que mes joueurs se sentent submergés de quêtes secondaires. Mais avec mes enfants, ça a été incroyable. À quel point ils ont embarqué dans cet univers-là. Après ça, c'est très mortel, hein? Fait qu'il faut faire attention. Ça prend pas grand-chose pour qu'un personnage joueur meure. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est le genre de jeu où tu peux vraiment passer 2-3 sessions sans te battre et vraiment avoir du plaisir à juste explorer, avoir des idées, essayer des objets magiques, tromper les gens, utiliser de faire des illusions pour te sortir du trouble. C'est un petit peu mon rapport en ce moment de comment mes joueurs ont ressenti l'expérience Dolmenwood. Et donc, comme on a commencé à jouer beaucoup avec Dolmenwood, j'ai passé beaucoup d'aventures. Puis je peux peut-être vous faire un petit survol des aventures que j'ai testées. Il y a 2 super bons one-shots créés par la communauté que j'ai vraiment appréciés. Je vais commencer par celui qui a été un hit pour moi. C'est de Merry Knight, le chevalier heureux. C'est un document de 4 pages que vous pouvez trouver sur DriveThru RPG. C'est un vrai de vrai one-shot. Puis je trouve qu'il en manque. Parce que tu sais, j'ai le goût des fois de faire un truc qui va durer 1 heure ou 2, là. Surtout avec mes enfants. Puis de Merry Knight, je l'ai roulé avec 3 jeunes filles. Ça a été tellement efficace. C'est l'histoire d'un chevalier qui est toujours de bonne humeur, qui fait venir plein de bouteilles de vin, de nourriture dans sa tour. Les joueurs sont envoyés pour récupérer son arme de service, qui est une arme magique que la ville de Prégwort a besoin pour défendre les murailles. Et rapidement, on réalise que le chevalier est quelque chose de bizarre. Il est incapable de vivre
d'autres émotions que le contentement. Il est toujours heureux. Il est dans une espèce de bonheur un peu vide. Et graduellement, les joueurs vont découvrir qu'il a fait un pacte avec une sorcière. Parce que le chevalier, il a vécu des affaires terribles. Puis il y a plein de petites traces de son passé dans sa tour. Et la réalité, c'est que le pacte qu'il a passé avec une sorcière, c'est qu'il a arraché tout le malheur, tout son traumatisme, qui est devenu une ombre qui vit dans le sous-sol de la chapelle à côté de chez lui. Toutes les peines, les peurs, les souvenirs douloureux du chevalier, et ils vont devoir trouver une façon de l'aider à faire le deuil de cette horreur-là. Ils peuvent vaincre l'ombre avec l'arme magique, ils peuvent essayer d'aider le chevalier à faire la paix avec ses traumas. C'est tellement brillant, c'est vraiment un bon concept. Ça a alimenté un super beau one-shot où il y a des affaires géniales qui ont émergé spontanément. Il y a une de mes joueuses qui a essayé de détruire l'ombre à coups de compliments. C'était, wow, super aventure de Mary Knight, vous irez voir ça. Le deuxième aventure one-shot que j'ai roulé, testé, que j'ai trouvé un petit peu plus... Ça va vous demander un peu plus de travail, là. Ça s'appelle le Parlement des Hiboux. Donc c'est un temple, un vieux temple abandonné, dédié à des dieux de la forêt. La grande prêtresse du dieu Orignal a été, troublée par un échec qu'elle a vécu et elle a arrêté d'entretenir le temple. Et des hiboux de sorcières se sont intégrés à l'intérieur de cet endroit-là. C'est comme si les familiers de ces sorcières-là se retrouvaient un peu sans leur maître et ils décident de faire la pagaille dans le temple. Fait qu'il y a plein de trésors à l'intérieur que vous pouvez découvrir. Il y a des forges antiques qui créaient des armes pour ce dieu-là, pour ce culte-là. C'est un cool petit donjon où il y a 6 personnages non-joueurs qui sont des hiboux, que vous pouvez manipuler de différentes façons, parce que chaque hibou a comme une espèce de vanité particulière. Il y en a un qui est certain que c'est un dieu, il y en a un qui a commencé à apprendre la magie en siphonnant l'esprit d'un mage. Fait que c'est intéressant parce que vous pouvez tuer les hiboux, bien sûr, c'est des petits hiboux, mais ils contrôlent la magie, ils ont des pouvoirs, mais vous pouvez aussi négocier avec eux. C'est vraiment chouette. Mais bref, je trouvais que c'était quand même un bon petit donjon, un bon petit one-shot pour les amateurs de hiboux. Et finalement, on a aussi commencé à préparer, ils l'ont pas exploré, mais j'ai commencé à le préparer, la carte et tout, pour Hole in Hoke. Le trou dans un chêne. C'est un donjon créé par Norman Gavin, qui est le créateur de Dolmenwood, mais il l'a créé à l'époque pour OSE. Vous entrez dans un trou entre les racines d'un arbre et là, il y a des tunnels. Il y a 3 factions qui se sont réappropriées la tanière d'un mage. Donc vous avez à la fois des vestiges de ce qui a été le laboratoire d'un magicien un peu excentrique, mais vous avez aussi des monstres qui sont venus habiter ici. Des troglodytes, des Breguels, c'est des satyres, mais moi je dis que c'est des Breguels, des Crookhorns, parce que ça fit plus avec Dolmenwood. Et une 3e faction de gnomes étranges. J'ai trouvé ça vraiment cool, ce petit donjon-là, quoi qu'il est assez paysage. C'est le genre de donjon que tu rentres pour explorer, surmonter des petites épreuves, des petits défis, des petites énigmes, jouer avec les factions. Je vous dirais qu'il n'est pas mémorable outre ça. Il n'y a pas un high concept vraiment fort qui fait que ce donjon-là est un incontournable. Je pense que c'est un bon matériel pour intégrer dans une campagne de Dolmenwood. Il n'est pas trop long non plus, il se roule probablement en 2 ou 3 sessions. Énormément de trésors, vraiment chouette. J'espère que mes joueurs, je vais pouvoir leur faire trouver une entrée à ce donjon-là parce que ils ont besoin de trésors pour monter de niveau. C'est ça qui leur manque pour avoir du fun, je pense. Et j'ai aussi commencé à lire des histoires un peu étranges qui sont compatibles avec Old School Essentials. Je vais pouvoir vous en faire la critique éventuellement. Je vais essayer de les intégrer dans ma campagne. Mais pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller voir des aventures qui s'appellent A Thousand Dead Babies, 1 millier de bébés morts. Je pourrais aller voir si vous voulez, ces aventures-là sont disponibles aussi sur DriveThru RPG. Et maintenant, quels sont les jeux de rôle que j'ai lus? Fait que oui, comme je les ai pas encore testés, prends ça avec un grain de sel. Mon avis sur ces titres va probablement évoluer. Puis je vous en parle aussi parce qu'il y a un sociofinancement qui va commencer bientôt pour la version physique du livre de ce jeu de rôle, Public Access, qui se traduirait au Québec par télé communautaire.
C'est un jeu de rôle d'enquête, basé sur le système de Brindlewood Bay. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué à Brindlewood Bay, c'est un système powered by the Apocalypse. Mais la twist ici, c'est qu'on enquête dans un mystère, et que la réponse au mystère, personne ne la connaît, même pas le maître de jeu. Ce sont les dés et les joueurs qui vont inventer la réponse à l'énigme. Public Access, c'est l'histoire de losers, donc de gens qui n'ont pas vraiment de vie, qui se trouvent, qui ont des souvenirs d'émissions qui jouaient à la télévision communautaire, près de chez eux, dans un petit village du désert des États-Unis. Donc la télé communautaire, c'est ces espèces de vidéos produites sur un poste weird où il y a des interviews, des espèces de shows de cuisine un peu étranges. Puis eux, ils ont un souvenir très très réel d'un truc qui s'appelait Télé Odyssée, où il y avait des émissions étranges et bizarres qui jouaient quand ils étaient jeunes. Mais personne autour d'eux a de souvenir de Télé Odyssée. Et eux, ce qu'ils décident de faire, c'est d'aller dans le village pour enquêter sur c'était quoi au juste Télé Odyssée, pourquoi c'était aussi bizarre, puis pourquoi je suis traumatisé par ces images-là. Et en enquêtant sur Télé Odyssée, ils vont découvrir que la petite ville dans laquelle ils ont grandi est remplie de mystères, et que ça, c'est juste la pointe d'un iceberg. C'est un jeu très inspiré des creepypasta. Fait que vous savez, mettons le Slender Man, les légendes urbaines, les vidéos YouTube inexplicables de conspiration. On est vraiment là-dedans. Et le but, c'est de toujours avoir un point de départ, une vidéocassette de TV Odyssée ou quelqu'un qui a travaillé chez TV Odyssée, une famille qui a disparu, un vélo rouillé retrouvé dans le fond d'un lac. Et les joueurs vont enquêter sur ces indices-là et vont brainstormer sur c'est quoi la réalité derrière ça? Est-ce que c'est une agence gouvernementale? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été assassiné? Y a-t-il des fantômes, des extraterrestres? Le MJ lui-même le sait pas. On va faire une conspiration folle en groupe, puis en roulant les dés, on va découvrir c'est quoi le secret de TV Odyssey. C'est très inspiré de Twin Peaks, Stranger Things. Vous savez, ces histoires étranges qui nous mettent mal à l'aise. Du genre, le maître de jeu a le droit, si un joueur échoue, de décrire la mort du personnage, de décrire comment il se fait tuer dans des circonstances atroces. Est-ce qu'il tombe dans une déchiqueteuse? Est-ce qu'il se noie puis personne l'entend? Est-ce que la maison s'effondre sur lui? Et le joueur peut toujours cocher une clé pour revenir en arrière, faire un... et qu'il y ait un flash de son avenir avant que ça se produise. Un peu comme une espèce de destination ultime, où tu te dis « Ah mon Dieu, quoi? Je pense qu'il faut pas rentrer ici. Pourquoi? Il y a quelque chose de terrible qui va se produire si on rentre. » C'est parfait pour les amateurs d'horreur qui veulent un système qui va mettre à l'épreuve la psyché et la créativité de son groupe de joueurs. Une campagne peut se jouer en à peu près 7 à 8 parties avant d'atteindre l'apothéose du mystère de TV Odyssey. Je vais mettre dans la description le lien pour leur sociofinancement. Parce que si vous allez vous inscrire aux sociaux, vous avez gratuitement un preview PDF des règles de Public Access. C'est génial! J'adore quand les compagnies font ça parce que tu peux juste jouer au jeu maintenant, tu peux! Vas-y, joue! Et pour finir avec les petites annonces ludiques, on a eu des annonces prochainement de sociofinancement de jeux de rôle vraiment chouettes. On a entre autres Dungeon Crawler Carl. Donc ça, c'est un roman de fantasy, science-fiction inspiré des jeux vidéo. C'est comme une espèce de littérature, simulation de jeux vidéo. Puis Dungeon Crawler Carl, c'est l'histoire de Carl, qui est un technicien de la marine, et de son chat Donut, Princesse Donut, qui se retrouve enfermé dans un donjon, parce que la Terre est transformée soudainement en donjon par des extraterrestres qui font une télé-réalité. Fait que c'est un roman, il y a 8 tomes parus jusqu'à maintenant, mais le succès est tel que Renegade Games a décidé de créer un jeu de rôle et un jeu de cartes. Fait que le sociofinancement commence en avril. Je vais mettre dans la description le lien si ça vous intéresse de voir qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent comme hey, c'est un gros mandat là. Carl, le donjon fou de Dungeon Crawler Carl, c'est vraiment intense. Il y a plein d'idées, là. Tout repose sur le fait de juste briser le jeu systématiquement. Fait que comment transformer ça en jeu de rôle? Je sais pas trop. On nous dit que le maître de jeu va incarner l'intelligence artificielle qui gère le donjon
un personnage vraiment loufoque de l'univers de Dungeon Chronicle. Ça va être assez flyé, je pense que ça risque d'être assez marrant. Moi, je vais aller voir ça, en tout cas, c'est sûr. Alors voilà, c'était mon petit survol de mes expériences jeux de rôle du mois. De votre côté, qu'est-ce que vous avez testé? À quoi vous jouez présentement? N'hésitez pas à partager vos expériences, vos découvertes dans les commentaires. Merci tout le monde, puis on se retrouve